Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres. Washington dénonce une tactique irakienne après le oui de Bagdad au retour des inspecteurs de l'ONU. Les autres capitales veulent laisser une chance à la paix. Mobilisation générale contre la violence routière. États généraux aujourd'hui à Paris, alors que 8000 personnes meurent chaque année sur les routes. Une initiative du ministre des Transports, Gilles de Robien, qui est notre invité. L'écrivain Michel Houellebecq, poursuivi par des associations musulmanes qui lui reprochent d'avoir insulté l'islam. La relaxe a été requise après une audience très agitée. Alors que la crise sur le désarmement irakien a connu un nouveau développement, ce soir, les 3 députés de l'UMP qui s'étaient rendus à Bagdad viennent d'arriver à Paris. Leur visite a soulevé la polémique que l'on sait, le mécontentement de Matignon et de l'Élysée. On rejoint au Bourget le député du Vaucluse, Thierry Mariani. Je le disais, vous avez été très critiqué. Est-ce que vous regrettez ce soir votre initiative ? Vous savez, je crois qu'on ne regrette jamais quand on pense avoir fait son travail. Moi, j'ai souvenir des propos du Premier ministre qui disait qu'il faut aller voir sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait tous les 3 avec Didier Julia, avec Éric Diard? C'est tout simplement d'aller rencontrer les responsables politiques irakiens, comme d'autres sont allés rencontrer les responsables politiques américains, leur faire part de la position de la France et discuter avec eux. Est-ce que c'est coupable de vouloir faire son travail de parlementaire? Mais vous n'aviez prévenu personne et personne ne vous a soutenu. Mais je ne savais pas que dans ce pays, il fallait encore une bonne sortie, pardonnez-moi, du gouvernement pour aller voir telle ou telle personne. Il y a quand même dans ce pays une séparation des pouvoirs. La question de fond, pardonnez-moi, c'est est-ce que le Parlement a encore un rôle? Vous savez, à chaque rentrée parlementaire, on fait des grandes déclarations sur le rôle du Parlement, son indépendance. Alors, est-ce qu'on attend des parlementaires indépendants qui font leur travail? C'est ce que nous avons fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le moment était inopportun? Est-ce que vous ne pensez pas que le moment était inopportun et que vous pouviez gêner la diplomatie française? Écoutez, je ne vois pas en quoi on a gêné la diplomatie française quand on répète à nos interlocuteurs les positions de la France. Nous avons rencontré pendant ce déplacement une douzaine de ministres et de responsables politiques. Il y avait un certain nombre de vos confrères qui étaient en permanence avec nous. Vous ne passerez pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre les positions et notre discours et les positions de la France. Mais est-ce que vous n'avez pas été manipulé par le gouvernement irakien? Est-ce que vous n'avez pas servi finalement? Franchement, quand on va discuter avec quelqu'un, est-ce qu'on est manipulé? Moi, j'ai pas du tout la moindre impression qu'on a été manipulé. Ou alors, franchement, qu'on nous le dise, dans ce cas-là, il y a une pensée unique dans ce pays, il ne faut voir que les interlocuteurs d'un seul camp et pas ceux des autres. Nous avons rencontré effectivement les interlocuteurs irakiens. J'ai écouté vos titres, et dans vos titres, il y avait un pas vers la paix. Ben, ce que nous essayons de faire, tout simplement, à notre manière, de simples parlementaires de base, c'était d'apporter un petit caillou. Vous pensez que vous y êtes pour quelque chose au revirement irakien? Je ne pense pas du tout que nous soyons pour quelque chose. Je le répète, je pense que nous sommes tout simplement un petit caillou dans une grande rivière. Franchement, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de savoir pourquoi nous revenons, qu'est-ce que nous avons fait. Je rajoute quand même, parce que nous étions à Bagdad avec certains de nos collègues étrangers. Il y avait des parlementaires anglais, il y avait un parlementaire américain, il y avait des parlementaires belges, il y avait des parlementaires allemands, il y avait des parlementaires italiens, et tous nous disaient, mais vous êtes le seul pays où une venue comme ça sollicite, crée une telle polémique. Alors, je répète, je suis, comme on dit un peu dans le midi, estomaqué par une telle polémique, et je pense sincèrement qu'on n'a fait que notre travail. Personne ne vous a soutenu, vous pensez que vous pourriez être sanctionné? Attendez, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les Français. Si franchement, attendez, soyons sérieux. Par l'UMP, Alain Juppé vous a désapprouvé aujourd'hui encore. Attendez, qu'est-ce qu'on attend des députés? S'il faut qu'on soit, pardonnez-moi, le doigt sur la couture, c'est pas mon style. Et si M. Juppé nous a désavoués, ben écoutez, moi, avant de faire un parti unique, il faudrait peut-être pas faire aussi une pensée unique. Thierry Mariani, merci pour cette intervention en direct dans Soir 3. Saddam Hussein a donc donné son accord au retour des inspecteurs de l'ONU sans condition. Un changement d'attitude bien accueilli dans la plupart des pays, à l'exception des États-Unis. George Bush parle de tactique et continue d'évoquer la nécessité d'une intervention militaire. Gwenaëlle Lenoir. De la décision irakienne. Traiter tout. Et donc il y a 2 solutions. Il y a la solution du contrôle systématique de la vitesse par des appareils fixes qui nécessitent moins de personnel pour que le personnel se déploie ailleurs. Et puis une fois que cette infraction est relevée, de changer du délit en infraction de façon à ce que ça n'aille pas vers les tribunaux, mais au contraire que ce soit notifié directement
à l'auteur de l'infraction, au contrevenant, de façon à ce que la peine soit une peine d'amende, des points en moins sur le permis, ou voire même la restitution du permis, ça soit appliqué systématiquement, c'est-à-dire vraiment en ligne directe. Avant de poursuivre ce débat, nous allons faire un retour sur le passé. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement s'attaque à la violence routière. Il y a eu le livre blanc du temps de Michel Rocard. Jean-Claude Guessot voulait faire baisser de 50% la mortalité sur les routes. Aujourd'hui, la France est toujours un des pays d'Europe qui a le plus mauvais bilan. Nicolas Luizet. 5 ministres, des assureurs, des constructeurs automobiles, des responsables d'associations, tous réunis pour tenter de mettre au point une politique efficace en matière de sécurité routière. C'était une première. Les pistes de réflexion, elles, ne sont pas nouvelles. Ça n'a absolument aucun sens de construire des véhicules qui vont jusqu'à 250 km/h, alors que nulle part sur le réseau routier, on a le droit de rouler à plus de 130. Améliorer la sécurité des véhicules, la formation à la conduite, accroître la répression, création d'une police de la route, des thèmes pas vraiment novateurs. Ce journal est daté du 26 avril 89. Il y a 12 ans déjà, les mêmes experts préconisaient ces mêmes mesures dans un rapport remis au gouvernement Rocard. Quand on voit les voitures de haut de gamme atteindre des vitesses de 220, 230, 240, 250 à l'heure, se demander si elles sont véritablement adaptées à leur finalité, à la vie en société. En 12 ans, le débat n'a donc pas évolué. 1992, c'est l'instauration du permis à points dont on attend beaucoup à l'époque. Mais dans les faits, on constate aujourd'hui qu'une fois sur deux, les points ne sont pas retirés. Autre mesure importante, 1995, le taux d'alcoolémie est abaissé à 0,5 g. Là aussi, bilan contrasté. En France, l'alcoolémie au volant tue 2500 personnes chaque année, un chiffre qui ne diminue pas. 1997, nouveau ministre des Transports, nouvelle promesse et nouvel espoir déçu. Je me suis engagé pour la sécurité routière, y compris avec l'objectif de diviser par 2 le nombre de tués sur les routes de France. J'y suis pas arrivé. Chaque année en France, 8000 personnes meurent sur les routes, un chiffre qui n'a pas diminué depuis 8 ans. Jacques Chirac promet une action forte, une action de rupture. Alors au fil des années, il y a eu beaucoup de réformes pour peu de résultats. Que peut-on vraiment faire de plus ? Je crois d'abord que la mentalité a changé. D'abord, vous avez vu que le président de la République a donné une impulsion très très forte. Pensez que les Français sont si prêts aujourd'hui ? Et aujourd'hui, les Français, toutes les enquêtes l'indiquent, si le problème d'insécurité générale les a beaucoup heurtés et les heurte toujours en France, malgré des progrès déjà sensibles, je crois que l'insécurité routière fait partie aussi de l'insécurité tout court que maintenant les Français refusent. Donc ils sont prêts à accepter des mesures qui pourraient être éducatives, préventive et aussi coercitive. Est-ce que vous êtes prêt aussi à vous attaquer à des lobbies comme celui des constructeurs et à brider les voitures ? Mais aujourd'hui même, lors des états généraux donc de la sécurité routière, les constructeurs sont venus nous donner même des innovations technologiques qu'ils pourraient appliquer dans leurs voitures. Par exemple, la régulation de vitesse avec des avertisseurs sonores. Par exemple, je crois que c'est le responsable de Renault qui nous a parlé d'une puce qu'on peut mettre dans la voiture et qui donnerait les 20 ou 30 dernières secondes en mémoire avant un accident. C'est-à-dire qu'on connaîtrait exactement les circonstances de l'accident, la vitesse, la direction, le freinage, etc. Donc la responsabilisation des conducteurs. Et en un mot, le permis de conduire, que tout est démontré. Et en un mot, le permis de conduire, il a déjà été beaucoup réformé. Le permis à points, on voit, ça n'aboutit pas souvent. Alors il me semble qu'au niveau de la formation pas une réforme artificielle et annoncée avec beaucoup de fracas, non. Au niveau de la formation, beaucoup plus de formation, un permis qui se mérite davantage, avec davantage d'inspecteurs, et nous recrutons des inspecteurs en plus aujourd'hui, et peut-être, je dis peut-être, on verra la mesure qu'on va prendre dans les semaines qui viennent, et peut-être un permis qui se mérite la première année, voire la seconde année. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un seul coup le permis de conduire une voiture puissante comme les autres et comme les adultes qui ont de 10 ans ou 20 ans d'expérience, mais peut-être une période probatoire, je crois que ça s'appelle comme ça, une période probatoire pour mériter véritablement, avec l'expérience et sans faute, après une année ou 2 années, un permis total. Merci Gilles de Rebien d'être venu sur le plateau de Soir 3. Le retour de José Bové devant la justice avec 8 autres militants anti-OGM. Il comparaissait pour avoir détruit une parcelle de colza transgénique qui servait à la recherche. Le leader de la Confédération paysanne avait soigné la mise en scène comme à son habitude. Le tribunal correctionnel de Foix a requis une peine de 200 jours amende à son encontre et des peines d'amende symboliques pour les autres prévenus. Le jugement a été mis en délibéré au 22 octobre. Le procès des pédophiles à Melun, le verdict est attendu demain soir. L'avocat général a réclamé 18 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé, Michel Albanque, et des peines un peu moins lourdes pour les 9 autres pédophiles.
Et toujours au chapitre judiciaire, le tribunal de Paris a requis la relaxe ce soir contre l'écrivain Michel Houellebecq, poursuivi pour incitation à la haine raciale. Des associations musulmanes lui reprochent d'avoir insulté leur religion dans un magazine littéraire. L'audience a été très mouvementée. Clément Vérénal, Marc Doux. Michel Houellebecq se serait sans doute bien passé du soutien bruyant d'une poignée de militants d'extrême droite venus cet après-midi au palais de justice pour un procès placé sous le signe de l'ambiguïté, puisque les associations musulmanes qui poursuivent l'écrivain lui reprochent tout à la fois ses déclarations sur l'islam au magazine Lire et les fantasmes anti-musulmans du héros de son dernier roman. Il est scandaleux d'attaquer un écrivain français pour délit d'opinion ou blasphème, ce qui n'existe pas dans la République laïque où nous vivons, et comment la chose a été organisée de telle façon qu'on va oublier à quel point Michel Houellebecq mérite le respect de l'État français. Nous sommes adressés à un tribunal de la République et nous ne sommes pas adressés à un tribunal islamique. Et c'est pour ça que nous avons... À la barre, Michel Houellebecq revendique le droit de critiquer tous les monothéismes qu'il exècre et l'islam au premier rang, qu'il qualifie de religion la plus con. Rien à voir avec le racisme, dit-il. Le recteur de la mosquée de Paris n'est pas du même avis. Bien sûr, au départ, c'est un roman un peu déprimé, d'un dépressif. Il m'a rappelé vaguement L'étranger de Camus, l'absurdité des temps modernes, etc. Et puis beaucoup de cochonneries. Mais là, de traiter le monde de cochons et les musulmans de cons, écoutez, il n'a pas insulté des mythes ou des idées, il a insulté des êtres vivants. Il y a comme un malaise qui plane sur l'audience de la 17e chambre correctionnelle. Certes, ce n'est pas le romancier ni son roman que l'on juge aujourd'hui, rappelle le président, ce sont les déclarations de Michel Houellebecq à un magazine littéraire. Et pourtant, force est de constater que son roman est bel et bien présent sur le bureau des juges qui le consultent et s'y réfèrent constamment. Et c'est bien le procès d'un écrivain auquel on a assisté aujourd'hui. Je vous le disais, le procureur a requis ce soir la relaxe contre Michel Houellebecq. Les obsèques des sapeurs-pompiers morts ce week-end à Neuilly seront célébrées demain. À la caserne de Champéret, une chapelle ardente a été dressée et des centaines d'anonymes sont venus rendre hommage aux 5 pompiers. Jacques Chirac présidera la cérémonie demain aux Invalides. Football avec les débuts de la Ligue des Champions. En piste, Auxerre et Lyon. Auxerre recevait le PSV Eindhoven, score final 0-0. L'Olympique lyonnais jouait à Amsterdam contre l'Ajax et ça a mal commencé pour l'OL, battu 2-1. Yann Faussurier. Pour son baptême en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, Paul Le Guen avait sans doute imaginé meilleure entrée en matière de son équipe. Tout commence mal en effet pour l'Olympique lyonnais sur le terrain de l'Ajax. Les Néerlandais en rouge et blanc ouvrent le score au bout de 10 minutes de jeu sur un petit exploit individuel de Zlatan Ibrahimovic. Les Lyonnais tentent vainement de réagir, mais la frappe de Sonny Anderson trouve le poteau du but adverse. Lyon se découvre en essayant de revenir au score et l'Ajax en profite pour placer des contres. Son jeu à une touche de balle fait merveille. Victor Sikora sert Zlatan Ibrahimovic pour le but du 2-0. Le jeune international suédois s'offre un doublé pour son premier match en Ligue des Champions. En deuxième mi-temps, Lyon montre un bien meilleur visage et se crée de nombreuses occasions, comme sur cette frappe de Diarra, détournée par le gardien néerlandais. Puis sur une longue passe de Florent Laville, c'est l'homme providentiel de l'Olympique lyonnais, Sonny Anderson, qui parvient à réduire le score. Un but magnifique à 6 minutes du coup de sifflet final. C'est malheureusement trop tard, Lyon s'incline 2-1. Anderson et les siens devront se reprendre la semaine prochaine à domicile face aux Norvégiens de Rosenborg. Et une meilleure nouvelle pour Bordeaux. En Coupe de l'UEFA, Bordeaux a battu l'équipe slovaque de Pušov 6-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, je vous retrouverai aux alentours de 23h. Très belle nuit. Au revoir.